J'étais complètement perdu. J'ai vu l'homme qui venait de perdre la vie, parce qu'il décède. Je me demande comment les choses vont se présenter, comment est-ce que je vais trouver l'argent pour entrer au barreau, comment est-ce que je vais faire pour vivre après que je n'ai pas de famille à vous lâcher. Comment je m'en fous. Tout ce qui importe, c'est que je dois réussir. Un très grand ami à moi, David Conseil, au cabinet du bâtonnier, l'engagement sans faille de maman. Je connais la pauvreté. J'ai pas eu besoin d'un dictionnaire pour connaître ce que ça veut dire. Tout a commencé sur tout ce que ces pays a vécu. Je vous le concède, les défis sont énormes. Nous avons l'obligation morale, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir poser des actions qui témoignent un engagement positif par rapport au changement. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épisodes. Je dois vous avouer que lorsque tout de suite j'ai fini les études en deuxième licence, j'étais complètement perdu. Complètement perdu. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'homme qui s'était, pour reprendre votre expression, taper la poitrine pour les soutenir dans ces grands chemins qui venaient de perdre la vie. Parce que pendant que je suis en deuxième licence, en préparation de la défense, il décède. Et donc, pendant qu'il décède, je me demande comment les choses vont se présenter, comment est-ce que je vais trouver l'argent pour entrer au barreau, comment est-ce que je vais faire pour vivre après les études, parce que je n'ai pas de famille à vous lâcher, comment ça se passe? Et donc, il y avait toute une série de questions qui m'est taraudé l'esprit, mais quelque part, il y a eu comme une sorte de réconfort intérieur. C'est-à-dire, je l'ai dit d'ailleurs un peu plus avant, que je suis quelqu'un des convictions. Et donc, j'ai eu la ferme conviction que je n'ai pas besoin de savoir comment ça va se passer. Tout ce que j'ai besoin, c'est de réussir. Et donc, que ça soit fait avec autant d'élégance, autant de facilité, je m'en fous. Tout ce qui importe, c'est que je dois réussir, mais bien sûr, en restant en harmonie parfaite avec mes convictions. Et donc, j'ai continué sur cette lancée. Et puis, voilà, il fallait constituer les dossiers. Mais bien avant ça, j'étais des passages pour voir un très grand ami à moi, David Conseil, au cabinet du bâtonnier, parce que lui avait commencé à faire un stage là-bas. C'est alors qu'il va me dire, mais comment ça se fait que tu es à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que j'étais en train de partir à la salle des réunions, là où il était, j'aperçois maître Serge Massumbo qui me dit, mais toi tu étais ici, comment ça se fait et tout ça, mais commence à venir pour lire peut-être, tu vas pas te préparer pour les tests au barreau? Parce que ces temps, il y avait le barreau du Loa là-bas qui organisait les tests. Et donc c'est comme ça que sous cette lancée-là, j'ai commencé à fréquenter le cabinet du bâtonnier Jean-Paul Kitenge pour une préparation à l'examen du barreau avec la lecture. Et donc, c'est comme ça que finalement, je vais faire des démarches pour aller déposer les dossiers à Colombie, au barreau. Et puis, lorsque les pièces ont été constituées, j'ai pu réunir une somme d'argent parce que mon feu père adoptif avait quand même aussi donné des instructions à sa femme pour dire « je veux qu'il devienne avocat ». Et donc, par tout le moyen, il y a eu un apport financier aussi important qui m'a permis d'ajouter et de payer la caution qu'il fallait payer au barreau. Et puis, c'est alors qu'on va faire l'examen du barreau.
Alors, quand on fait l'examen du barreau, les défis étaient énormes parce que j'avais fini avec distinction à la faculté, mais dans les milieux des amis, c'est que, à tout dire, il fallait défendre cette notoriété, cette réputation que tu t'es faite par le fait de la distinction. Et donc, j'ai travaillé d'arrache-pied et finalement, on fait l'examen du barreau et je sors parmi les 3 lauréats. Et donc, on était 3, il y avait moi, il y avait les confrères Hachim Delphin, que je salue, qui est un grand ami avec lequel on a étudié dans le même groupe d'études depuis la faculté. Et donc, on sera les lauréats du barreau du Lualaba. Et tout de suite, je vais être favorable aux yeux de monsieur le bâtonnier LMD, Laurent Bako, d'ITEND, qui pratiquement m'a adopté en quelque sorte, qui m'a porté par ses ailes, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'admiration pour moi. Et donc, je vais continuer dans cette lancée-là, et c'est comme ça que les choses ont évolué. Alors, il faut dire que ça n'était toujours pas facile, parce que entre-temps, tu as des obligations personnelles par rapport à un loyer que tu dois payer, mais quand tu regardes tout ce que tu dois gagner à la fin du mois, ça ne te permet pas de payer un loyer, de s'acheter un vêtement, donc de payer son transport. Primaire, quoi. Mais moi, j'avais un seul principe. Lequel? Je ne veux pas savoir ce que j'ai. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir les moyens qu'il faut pour commencer ou pour continuer la voie que je m'étais choisie. Et donc, mais curieusement, Dieu dans sa providence faisait toujours que j'arrivais à payer le loyer. Je ne sais pas très exactement comment, mais c'était toujours le cas. Et donc, les choses vont évoluer petit à petit comme ça. C'est comme ça que on a commencé à grandir dans la profession. J'ai trouvé au cabinet l'encadrement des titans avec des très très grands avocats. Le maître Barak Mouma, Élisée Nzav, Jacques Sandja, Kelor Malalé, donc Askafeke, donc tous ces avocats, maître Serge Massoumou qui coordonne toute l'équipe, et M. le bâtonnier lui-même qui est là, avec des estimés confrères qui étaient toujours complémentaires, avec beaucoup d'humilité, et donc on a grandi dans cet environnement-là, et ça fait que ça a forgé l'avocat que je suis devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un discours plutôt reconnaissant. Je vais te poser une question dans laquelle il faudrait que... J'espère que ça ne sera pas comme Einstein qui dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Une personne tout à fait normale ne peut pas avoir le même avis à 20 ans, à 40 ans. Si ton avis sur beaucoup de sujets est le même quand tu as 40 ans que quand tu avais 20 ans, parce que tu as perdu 20 ans de ta vie. Normalement, les idées doivent évoluer, donc il faut le changer. J'ai toujours cru en quelques facteurs, dont l'ambition, la connaissance de soi, c'est-à-dire qui je suis et d'où je viens et quels sont mes objectifs. Alors, le premier élément, le premier facteur, c'est enseigner un sens de responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité par rapport à ses actes. Et donc, un homme est tenu responsable pour les actes qu'il pose. Et puis, il faut élaguer tout de suite la facilité. Ça veut dire, si vous avez la perception que vous aurez toujours les choses à portée de main, même quand vous ne faites rien, eh bien, il est difficile pour vous de quitter les domaines de l'ambition vers les domaines de l'action.
Parce que l'action demande de quitter à un certain moment, un certain sens de confort pour porter ses chaussons de course, pour mettre la main dans la pâte, comme on dit, par l'engagement. Et donc, ce sont des éléments très importants. Quand un enfant pose un acte répréhensible, il faut lui faire comprendre que cet acte est répréhensible et qu'il prenne ses responsabilités par rapport à tout ce qu'il peut assumer. Mais il faut aussi dire une chose, c'est que cette facilité dans laquelle certains enfants, les bourges pour tout dire, ont parfois été plongés, c'est que l'idée que tout est facile parce qu'on appartient à une certaine classe sociale. C'est comme ça, nous autres, qui venons de l'extra-système, on va dire ça comme ça, qui venons de la populace, on va dire ça comme ça, eh bien, nous ne pouvons pas nous faire l'idée que nous sommes dans un milieu privilégié, nous devons de faire des choses parce qu'on appartient à une classe privilégiée. Non, nous savons d'où nous venons, nous savons ce que nous devons faire. Et donc, un enfant qui a connu, par exemple, les minimums, il sait que là où les autres n'ont pas besoin de faire doublement d'efforts, moi je dois tripler, même pas le double. Et donc, c'est très important, un sens des responsabilités, écarter tout de suite la facilité dans l'échec des enfants, et puis enseigner l'engagement par les actions à entreprendre. C'est très important. Tu connais Bourgi, celui qui a écrit l'ouvrage qui a été un peu une bombe récemment. Il a écrit un livre intitulé dont le titre est « Ils savent que je sais tout ». Monsieur Bourgi dit, quand on lui pose une question, qu'est-ce qui a fait la différence entre Nicolas Sarkozy et les autres? Il a dit leur enfance. C'est dans l'enfance que l'on tire la hargne. C'est de l'enfance que l'on tire la volonté de puissance. Dis-moi, ton enfance, quels sont les souvenirs marquants desquels tu tires souvent les forces qui te caractérisent chaque matin et qui t'endorment chaque soir ambitieux? L'engagement sans faille de ma mère. Je connais la pauvreté. J'ai pas eu besoin d'un dictionnaire pour connaître ce que ça veut dire. Cette distorsion entre le besoin et le moyen, je connais ça. Et je me suis juré en moi-même que plus jamais, pas seulement mes enfants, ceux qui viendront après moi ne connaîtront ça. Et cette enfance qui a été un peu basculée par beaucoup de choses, a été et restera, je le crois, je l'espère, la force qui me permet de me lever chaque matin et dire je me dois d'inventer une nouvelle identité par rapport à moi-même, par rapport à ceux de ma famille. Et donc, j'ai connu, c'est vrai, à une certaine époque, on va dire, une certaine modestie de vie, pour ne pas dire pauvreté, parce que c'est vrai, on ne peut pas vivre dans des moments difficiles toute sa vie. Mais croyez-moi, pour le peu que j'ai vécu, je n'ai pas envie que mes enfants un jour, que ceux qui viendront après moi, vivent ça. C'est comme ça que, pour la petite histoire, lorsque je viens à Lubumbashi, j'ai emprunté toute forme de voie. Je vous ai dit même que je voyageais à un certain trajet comme un clandestin pour venir étudier parce que je croyais au fait que je devrais finir ces études-là. Mais lorsque j'étais étudiant, je n'avais pas encore de travail. J'ai fait des petites économies pour que mon jeune frère qui venait après moi puisse prendre l'avion, que je n'avais jamais pris encore. Et donc, j'aime l'idée que ceux qui doivent venir après moi ne doivent pas connaître les mêmes choses que j'ai vécues. Et c'est ça, ce qui me motive même dans mes ambitions politiques aujourd'hui. C'est-à-dire, on a vécu dans un pays où la mort, la souffrance, la pauvreté, c'était la norme. Non, il faut que ça change. C'est comme ça qu'il faut qu'il y ait de jeunes gens qui s'élèvent pour dire « assez ».
Et donc, à un certain moment, ces moments vécus dans ma fringante jeunesse ont été des moments qui, chaque jour, m'ont motivé et m'ont permis de prendre conscience de l'engagement qui est mien par rapport à la possibilité d'être utile aux hommes et à Dieu. Je sais que c'est nécessaire que des jeunes comme toi et moi puissent s'engager pour changer les choses, mais le système, il est tellement pourri, tel que je le dis. Oui, mais on parle du système, c'est une chose. Vous savez, toute la difficulté que nous avons, c'est que nous avons de politique et pas d'hommes d'État. Vous savez toute la différence qu'il y a entre un homme d'État. Un homme d'État pense à l'héritage qu'il laisse dans un pays, à l'image qu'il donne au pays par le travail qu'il abat, alors qu'un politique, il pense tout de suite aux prochaines élections. Et donc, nous avons une vague d'hommes et de femmes qui sont des politiques, mais qui n'ont rien à voir avec la dimension d'homme d'État. Et donc, nous devons, par tout le moyen possible, d'instaurer une génération des hommes et des femmes conscients des enjeux. Vous savez, j'ai aimé une chose que vous avez relevée tout à l'heure. Vous avez dit, voilà, écoutez, il y a des États aujourd'hui, des puissances, bien entendu, qui font des choses, ils peuvent tuer, ils font la guerre, ils font ceci, ils font ceci. Mais c'est normal. L'État se croit. C'est une collectivité des conquêtes d'intérêts. C'est comme ça que lorsque les États se sont rassemblés pour réfléchir autour de ce qui peut être une organisation internationale, de principes qui ont émergé, c'est que l'intérêt des États. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, si un État ne se veut pas compétitif, cet État est appelé à subir les relations interétatiques plutôt que de participer à ces relations. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Tout a commencé sur tout ce que ces pays a vécu. Quand je regarde l'histoire de ces pays, j'ai l'impression que nous sommes un peuple qui a tout, mais qui finalement n'est rien. N'est rien. C'est-à-dire, que sommes-nous par rapport à ce que nous avons? Tout a commencé sur ces questionnements. Et puis, au-delà de ça, vous avez un pays dans lequel, tout de suite, lorsqu'il faut parler de jeunes, on les identifie à la musique. Alors que, par moment, lorsqu'il faut parler des avancées technologiques, on nous identifie comme un pays qui a tout, mais qui ne peut rien faire de ses ressources. Et vous avez une succession d'événements, non seulement des crises politiques, non seulement d'agressions, mais aussi de misère. Regardez aujourd'hui, la pauvreté, la question de la pauvreté a disparu du débat politique. On en fait comme si c'est une question déjà résolue. Et donc, la misère est devenue un principe, mais nous sommes un pays qui a tout. Et donc, tout est question de leadership, avais-je conclu. Je vais vous choquer. La Chine, jusqu'aux années 1950, la Chine était un pays agricole. La Taïwan, le Singapour. Mais ce pays-là n'était que des pays dans lesquels la misère régnait. Alors, comment voudriez-vous aujourd'hui que dans moins de 50 ans, ces pays sont devenus de référentiels en matière d'émergence et de développement, mais nous qui sommes un pays au centre
d'un grand continent comme l'Afrique, qui avons toutes les ressources, nous sommes un peuple esclave. C'est impensable. Le mot est juste. C'est impensable. Et donc, tout c'est pourquoi nos pères se sont battus. Je parle ici de Lumumba, je parle de tous ceux qui l'ont accompagné à cette conférence d'Accra. Pour... Tout à fait. Et bien, ces combats-là est passé comme n'ayant jamais existé. On n'en parle même. On n'en parle pas. Tu dis pas le combat panafricain. Et donc, vous avez un pays qui a tout, mais dont le peuple est esclave. Vous avez un pays qui a des grands cerveaux, mais qui préfère être la soldatesque des puissances. Je pense, la relève d'un pays est une question de courage et d'audace politique. Et cette audace politique requiert des hommes et des femmes ambitieux, des hommes qui font preuve d'un leadership sans concession. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ça veut dire qu'il faut lire les exigences du temps et comprendre que notre pays n'est pas compétitif à l'échelle internationale. Et donc, il faut nourrir de l'ambition pour relever les défis. Je vous les concède, les défis sont énormes. Mais est-ce pour autant que nous avons le droit d'y renoncer? Non, au contraire, nous avons l'obligation morale, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir poser des actions qui témoignent un engagement positif par rapport au changement. Et donc, ce sont toutes ces interpellations qui m'ont conduit à me prononcer par rapport à mon engagement politique et de me dire, je ne peux aucunement me départir des considérations parce qu'elles sont politiques, alors que je vais vous choquer avec cette histoire que nous sommes en train de vivre. Choc encore. On vous dit, écoutez, nous sommes un grand peuple. Moi, je veux vous dire que les mots peuple, c'est un leurre. Hétérogénéité de peuplade. Les mots peuple, c'est un mot qui ne peut pas tenir dans un pays de plus de 500 ethnies. On veut tout de suite éradiquer les groupes ethniques pour pallier à une considération juste. C'est quoi cette considération? Les appréhensions tribalo-ethniques. La question se pose. Pourquoi les gens deviennent-ils tribales? Le tribalisme, c'est-à-dire dire à l'autre, vous n'êtes pas le bienvenu chez moi. Et il n'y a que chez moi où il fait beau vivre. Je viens de Mbuji-Mayi. Je suis allé pour une procédure judiciaire. J'ai découvert une ville flamboyante avec un peuple, une population hospitalière, contrairement aux préjugés qui circulent dans les têtes de beaucoup de Congolais qui vivent ailleurs. Quelle est la raison pour laquelle un Mutete là quitterait la terre de ses ancêtres si toutes les conditions de vie sont réunies? Un Mungandé quitterait les terres où ses ancêtres ont grandi, ses pères sont nés, ses pères ont grandi, pour aller vivre dans une région étrangère si les conditions minimum de vie sont réunies. Et tout ça relève de la responsabilité de l'État. Ça me choque, je suis frappé par l'indifférence du pouvoir, de l'État pour tout dire, parce que je ne cite pas un régime, de l'État par rapport à une politique d'encadrement et d'initiation par rapport à l'intégration nationale, parce que l'intégration nationale commence par l'engagement politique vers un développement constructif. La question se pose, qui sont les électeurs? Les électeurs, dans leur majorité, sont de jeunes gens qui viennent par moments des familles défavorisées. Vous avez parlé de pratiquement 1% de la population qui détient les avoirs, pour ne pas parler de la confiscation des richesses et même du pouvoir. Mais vous avez
les jeunes qui sont plus de 80% de la population, mais quand vous partez au Parlement, là où la voix du peuple doit être portée, parce que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Lorsqu'il faut voter un budget par rapport aux actions à entreprendre, par rapport au programme à réaliser, ce sont les députés. Mais qui votent les députés? Ce sont les jeunes gens. Les mêmes jeunes gens qui viennent de milieux défavorisés, qui sont membres de partis politiques, mais qui ne sont bons qu'à tenir le drapeau et aller accueillir les autorités lorsqu'ils viennent. Mais héritier, Il y a un contraste qui ne s'explique pas. quelque part, tu as raison. Vraiment, je peux argumenter, mais je trouve qu'il manque grandement et cruellement des responsables. Des gens qui sont capables de prendre une lutte en main et de la mener à bon escient. Parce que Lumumba, c'est déjà 25 ans qu'il mène ses luttes, moins de 25 ans. Voilà. À 30 ans, il est déjà dans les grandes ambitions politiques. Voilà. Vous avez les familles qui viennent de milieux défavorisés, mais quand vous avez un jeune homme du quartier qui veut porter la voix de son entité, ces mêmes personnes qui vivent avec lui préfèrent voter pour un bourgeois qui leur a donné des polos et des sacs de farine. Je crois que ta lutte est noble. Et donc, c'est un contraste, ça ne s'explique pas. D'où la nécessité pour nous autres. Parce que moi, je vais vous dire, je connais les milieux défavorisés. Je connais les milieux favorisés par la fréquentation. Pas par le vécu, par la fréquentation. C'est-à-dire, tu es venu de quelque part et à force de fréquenter dans les institutions publiques les gens qui viennent des milieux aisés, vous le connaissez. Et donc, je connais les Congolais, les jeunes gens connaissent trop bien les défis auxquels nous sommes confrontés. Et ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de courage dans les chefs des jeunes gens pour se dire, il faut que ça cesse. Lorsque vous êtes dans ces pays, on va vous citer la famille telle qui est au pouvoir depuis, la famille telle qui est dans les affaires depuis, et il y a comme une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire vous avez une forme de monarchie constitutionnelle. Donc les familles qui s'échangent les places et dans les affaires, le statu quo. Et nous sommes là pour les observer parce qu'on dit, écoutez, nous venons des familles défavorisées, nous n'avons pas le moyen, à tout le moins on ne peut même pas faire le poids. Mais héritier, à tout seigneur, tout honneur, et puis soyez soumis à l'autorité, car toute autorité vient de Dieu. L'autorité est une fiction, je le disais tantôt ici. Cette fiction s'est créée. Magnifique. Et nous avons le pouvoir de créer cette fiction et de déplacer les bords. Je préfère entrer dans ton optimisme que dans ce que l'on appelle réalité. Je préfère rêver. Parce que ton discours fait rêver. Pourvu que tu ne puisses pas t'en éloigner personnellement, puisque quand on devient responsable et que l'on chute, il faut s'attendre à ce que tous ceux qui nous suivent chutent aussi. Tout à fait. Il y a une mission qui est en train de s'incarner en toi. Tout à fait. Alors, la grande thématique par rapport à cette conférence du 26, c'est de l'indignation à l'action. De l'indignation à l'action. De l'indignation à l'action, un avenir qui doit se conquérir et non se quémander. Et donc, il est question pour de jeunes gens du pays de réfléchir autour des considérations que j'appelle républicaine, et donc un débat républicain entre les jeunes gens pour savoir les enjeux des leurs par rapport à la jeunesse, le mécanisme d'intégration de jeunes dans l'administration publique, dans la gestion de la chose publique, les mécanismes pour les jeunes de pouvoir rentrer dans l'histoire, parce que trop souvent, on nous a reproché d'avoir été distraits. Parce que le langage
qu'on nous tient aujourd'hui. Les jeunes sont distraits, ils sont dans les femmes, les jeunes d'aujourd'hui ne font plus rien et tout ça. Non, alors que nous sommes la masse qui a le pouvoir. Parce que le pouvoir, si on doit partir du principe que le pouvoir est dans le peuple, nous constituons les peuples majoritaires. Et donc, en tant que peuple, il est temps de nous départir de toutes ces considérations parfois mitigeuses qui nous ont donné une sorte d'image négative par rapport à l'engagement et la prise de conscience qui est nôtre sur les combats politiques, sur des valeurs patriotiques, sur des choses qui demandent aujourd'hui que les jeunes disent attention, nous avons une opinion, nous avons des revendications, nous avons une attente par rapport au gouvernement, par rapport à ceux qui assument la responsabilité politique. Et donc, j'aime bien reprendre cette phrase d'Ousmane Sonko qui disait « Si vous ne faites pas la politique, des gens médiocres vont faire la politique et vont prendre des décisions médiocres qui vont s'imposer à vous. » Et donc, d'où la nécessité pour le jeune de sonner l'alarme de la résilience, dire « c'est assez ». Je le disais, je ne cesse de le répéter, nous sommes plus de 80% de la population, mais nous n'avons même pas 2 jeunes gens qui ont 25 ans au Parlement, qui sont députés. Même pas 2. Je n'en connais même pas un seul. Pas un seul. Et lorsque vous avez des jeunes gens dans des partis, mais nous avons des jeunes gens brillants dans ces pays. Nous avons des jeunes gens qui ont beaucoup de choses à apporter pour le pays. Mais nous devons, par l'engagement politique, de dire « c'est assez, nous avons notre mot à dire, vous devez tenir compte de l'opinion des jeunes par rapport à la prise des décisions qui les concernent. » Parce que quelque part, la plupart des crises politiques que nous avons connues sont la résultante de manque, d'absence de patriotisme, on va dire. Parce que si aujourd'hui tout le monde doit se lever pour faire sa petite rébellion, demain on signe des accords, on fait des concessions, le lendemain c'est quelqu'un d'autre qui va se lever, on signe des accords, on fait des concessions, ça veut dire vous avez un pays de gamins. Vous savez ce qui se passe quand vous donnez tout à un gamin qui fait des caprices? Vous n'avez aucune assurance qu'il ne va pas reprendre. À un certain moment, l'État a le droit de recadrer ces gens. Et les jeunes doivent prendre conscience. Parce que ceux qui portent les armes à l'est du pays, ce sont de jeunes gens. Ceux qui portent les armes, qui par le bruit de bottes marchent sur nos routes, sont de jeunes gens. Par moments de moins de 20 ans, de 25 ans, 26 ans. De jeunes gens doivent comprendre que le devenir de ce pays est entre leurs mains. Et ce devenir commence par la prise de conscience et l'incarnation des valeurs patriotiques. Et donc, c'est très important de rappeler aux jeunes gens que nous devons d'aimer ces pays. Vous savez ce qui me frappe quand je vois les États-Unis? Ce n'est pas en fait la puissance américaine, mais l'identité et la fierté nationale américaine. Lorsque vous sillonnez les villes américaines, devant chaque maison, vous voyez les drapeaux américains. L'identité américaine. Et ça, c'est un reflet du patriotisme. Et donc, nous avons besoin, si nous voulons construire un avenir sûr, d'avoir des valeurs patriotiques. Lorsqu'on vous confie des charges au niveau de l'État, vous avez l'obligation morale de pouvoir les assumer en tant qu'un patriote. Et c'est très important, c'est la raison pour laquelle le 26, on va se réunir à Kinshasa pour parler en toute liberté dans un pays libre, parce qu'il s'agit d'un état de droit dans lequel nous sommes. Je te remercie pour ce passage, pourvu que tu puisses en toucher plusieurs, que tu puisses continuer d'en inspirer plusieurs, mais nos échanges n'auront plus de fin.
Tout à Tu fait. seras toujours le bienvenu dans nos locaux. Tout à Et fait. moi, je te dis bon voyage bientôt et à bientôt aussi. Merci beaucoup et merci pour ces grands privilèges que vous me faites en me portant dans le regard du monde qui va regarder cette séquence. Merci, héritier. Merci.